sur 20. De façon d'ailleurs plus large, l'inculture économique. L'inculture économique, mais là il ne s'agissait pas de tester les connaissances économiques, mais bien la connaissance de l'entreprise. Et alors ce qui est peut-être encore plus intéressant que l'exactitude des réponses, c'est que chaque fois que les Français se trompent, le sens de l'erreur et l'ampleur de l'erreur contribuent à donner une image négative de l'entreprise. Par exemple, quand on leur demande quelle est la part du travail temporaire, travail précaire, CDD et intérim dans les entreprises, vous avez une majorité de Français qui considèrent que c'est plus de 20 ou 30%, c'est moins de 10%. Quand vous leur demandez quelle est la part des salaires dans la richesse produite, qui est de 65%, une majorité pense que c'est 55 ou moins. Et quand vous leur demandez la part des dividendes, qui est de moins de 5%, eh bien une majorité considère que c'est au-delà de 20%. Donc si vous voulez, c'est une représentation de l'entreprise qui privilégie le travail précaire, sacrifie ses salariés à ses actionnaires. Donc, si vous voulez, il y a à la base un vrai problème d'information. Et alors, s'agissant des dirigeants eux-mêmes, on est quand même stupéfait de se dire, enfin, comment ce même public peut considérer normal, je ne parle pas de Drogba, d'Anelka ou de Zidane, je parle par exemple de ceux qui font un métier un peu comparable, qui sont par exemple des managers de grands clubs de foot. Je parle de Sir Alex Ferguson, ou de José Mourinho, ou de Arsène Wenger, qui gagnent largement ce que gagne un président du CAC 40. Parfait. Comment est-ce que cela est admis quand il s'agit de M. José Mourinho à l'Inter de Milan, et que c'est refusé au président de l'Air Liquide, de Saint-Gobain ou de Lafarge? Alors que dans un cas, effectivement, ils ont la responsabilité d'une trentaine de footballeurs de haut niveau et de quelques centaines de salariés qui constituent le staff. M. Bruno Lafont chez Lafarge, il a 20 000 ingénieurs et cadres, 85 000 salariés, et si M. Lafont échoue dans la gestion de son entreprise, ça a des conséquences pour la société française incomparablement plus graves que si le club de Lyon ne va pas en demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais néanmoins, la classe dirigeante a probablement, en tout cas au moins pour certains d'entre eux, perdu un peu la mémoire que ce qu'attend l'opinion principalement de ces élites, c'est l'exemplarité et la responsabilité. Alors c'est probablement sur ce point que le MEDEF, avec vous, apporte une première réponse qui est sur celle des rémunérations. Peut-être un mot sur les rémunérations, néanmoins, comment vous voyez... Je pense que le problème des rémunérations, je l'évoquais à l'instant, de manière un peu ardente, le problème des rémunérations, je pense que ce n'est pas du tout le niveau, avec quelques exceptions bien évidemment, ce n'est pas le niveau des rémunérations des grands dirigeants français, c'est qu'effectivement, nous avons en permanence, malheureusement, tous les mois, tous les trimestres, un cas qui est un cas qui n'est pas admissible, parce que par rapport à ce qu'est l'entreprise, sa situation, ses performances, il ne se justifie pas, et qui évidemment, et qui pose le problème, et qui évidemment, par amalgame, pose un problème pour l'ensemble. Alors, le MEDEF et la FEP ont édicté un certain nombre de règles, très grande majorité des entreprises, en tout cas du CAC 40, qui ont souscrit, et il a été décidé de mettre en place une structure qui n'est pas un tribunal, mais qui est chargée, à la demande des entreprises ou de leurs actionnaires, eh bien, de se prononcer et de donner son opinion sur la manière dont sont déterminés ces éléments de rémunération. Alors les dirigeants salariés ont pris une option plus large en se plaçant en dépassant simplement le sujet des rémunérations. Alors que pensez-vous? Vous avez pris connaissance de la charte de déontologie des dirigeants. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette charte et sur ces grands principes, puisque c'est en 8 principes? Oui, et je trouve d'ailleurs que effectivement, l'élément rémunération est un élément bien sûr central, mais très symbolique. Ça n'épuise pas tout le champ d'action des dirigeants. Je crois que quand je vois les thèmes, la loyauté, le courage, l'exemplarité, etc., je crois qu'on retrouve bien là, je dirais, ce qui est constitutif du corpus auquel tout dirigeant devrait spontanément adhérer. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans la période que nous vivons, mais c'est aussi le propre de toutes les périodes
de turbulence ou de trouble de générer ce genre de réflexion, c'est que la semaine dernière, 400 étudiants diplômés de la Harvard Business School, qui venaient donc de recevoir le MBA, et vous savez, les critiques que l'on adresse en ce moment au contenu et aux méthodes d'enseignement dans les MBA. 400 étudiants ont prêté une sorte de serment sur une charte qui n'est pas loin du code de déontologie qui dirige notre. Écoutez, vous nous envoyez absolument ravis. Un dernier mot de conclusion. Nous allons donc mettre en place ce 29 juin le Conseil d'orientation de la déontologie, le code. Donc, le nom était facile à retenir. Une remarque sur ce point, ça vous paraît logique? C'est évidemment tout le problème. Une charte, que devient-elle s'il n'y a pas quelque part un organisme qui est chargé de la faire appliquer? D'ailleurs, vous savez que dans des réflexions et des débats qui ont lieu aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup posent le problème de savoir s'il ne serait pas opportun de constituer la profession de manager en profession au sens professionnel des Américains, c'est-à-dire une profession réglementée, régulée, dotée d'une instance ordinale. Tout à fait. Donc nous sommes dans le Tout à fait, c'est un mouvement qui est mondial. Écoutez, Jean-Pierre Boisivon, merci encore de nous avoir. Je me fais l'interprète de mes collègues pour vous dire un grand merci et nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver dans d'autres débats. Merci encore. Merci à vous.